Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Balai diplomatique à Koulouba après la mission de haut niveau de la CEDEAO. Le président sierra-léonais était hier ici à Bamako où il a échangé avec le président Assimi Goïta par rapport à la détention des soldats ivoiriens. Une solution tenter de trouver une solution. Nous ferons le point avec Ibrahim Traoré dans ce journal. Lancement à Ségou de 2 projets sur la gestion durable des fonciers agricoles. Coût du projet plus de 600 millions de francs CFA. Nous ferons le point avec Foussine Samaki. À suivre l'actualité des sports avec Famoudou Dioute qui sera en direct au programme La Super Coupe du Mali qui oppose aujourd'hui le Djoloba AC et l'AS Real. Nous allons également parler de la rencontre qui sera dirigée par des arbitres d'élite. Il s'agit bien de cette rencontre. Nous ferons le point avec Famoudou Dioute dans ce journal. Le dossier culture, aujourd'hui, nous sommes en période de récolte. Nous allons parler d'un élément important dans l'univers fascinant d'Ogon. Rendez-vous avec Cheikh Oumar Sangari en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Je suis à Bamako pour partager l'expérience de mon pays avec le Mali qui traverse une situation qu'a connue la Sierra Leone. C'est en substance les propos du président Julius Maada Bio en visite de quelques heures hier à Bamako. Il s'est entretenu avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, sur plusieurs questions d'intérêt commun lors d'un tête-à-tête à Koulouba. Sur le dossier des soldats ivoiriens arrêtés, le président sierra-léonais espère un dénouement rapide. Le point complet avec Ibrahim Traoré. Le balai diplomatique se poursuit dans la capitale malienne avec des chefs d'État qui se succèdent à la rencontre du président de la transition. Ce vendredi, Bamako a accueilli le général Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone. À l'aéroport international, président Modibo Keïta Sénou, l'accueil est chaleureux et fraternel. Le Premier ministre par intérim, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des diplomates et plusieurs autres personnalités étaient là pour souhaiter la bienvenue au président sierra-léonais. Un bref entretien au salon d'honneur est suivi d'un tête-à-tête au palais présidentiel à Koulouba. L'entrevue dure une demi-heure. À la tête d'un pays ayant traversé une crise similaire à celle du Mali, Julius Maada Bio dit être à Bamako aujourd'hui pour partager son expérience avec le président Goïta. I'm here to visit my friend and colleague. Je voudrais rendre visite à un ami, un frère, à un collègue, parce que j'ai été là avant le changement. Maintenant, avec le changement, je me dois de venir échanger avec lui sur les questions d'intérêt général, d'intérêt commun à nos deux pays, et aussi de partager mon expérience, mon vécu avec lui. Et en tant que militaire, j'ai eu à traverser pratiquement la même situation chez moi, une transition militaire-civile, et qui a mené un processus de stabilisation vers la paix définitive dans le pays. Les échanges entre les deux chefs d'État sont ensuite élargis aux délégations maliennes et sierra-léonaises. La coopération bilatérale et des questions d'actualité sont évoquées. Sur l'affaire des soldats ivoiriens arrêtés au Mali, le président sierra-léonais ne cache pas son optimisme et espère un dénouement rapide. Of course, that is one of the issues. Naturellement, nous avons parlé du cas de 46 soldats ivoiriens. Nous avons échangé là-dessus et nous avons aussi regardé dans quelle manière on peut résoudre cette question-là très rapidement. Et puis pour nous permettre de continuer avec les tâches de développement que nous faisons face. L'hôte du jour apprécie particulièrement les principes édictés par les autorités de la transition, à savoir le respect de la souveraineté du Mali et la défense des intérêts vitaux du peuple malien. Il n'a pas manqué d'appeler les Maliens à s'unir davantage pour une bonne transition dans le pays. A good transition, and I hope that peace will come back to. Je souhaite effectivement qu'il y ait un processus de transition qui se passe dans la paix et que nous allons voir l'issue de cette transition qui va nous emmener vers une élection transparente et un régime civil. Au terme d'une visite d'amitié et de travail de quelques heures à Bamako,
Le président sierra-léonais affiche toute sa satisfaction. Il est raccompagné à l'aéroport par le président de la transition, toujours avec les mêmes honneurs. La gestion durable des fonciers agricoles à travers la redynamisation des commissions foncières communales et villageoises dans les régions de Ségou, Badjangara et Mopti. C'est ce à quoi s'attellent deux projets lancés hier vendredi à Ségou, financés par le Fonds pour la consolidation de la paix et le Royaume des Pays-Bas en partenariat avec le gouvernement du Mali pour un coût d'environ 600 millions de francs CFA. Ces deux projets s'inscrivent dans le cadre de l'apaisement du climat social à travers la redynamisation des commissions foncières dans les zones d'intervention du projet. Le point avec Foussini Samake. Au Mali, la gestion des ressources naturelles et particulièrement les fonciers agricoles reste marquée par des conflits récurrents dus à la multiplicité des acteurs de gestion du foncier. C'est pour la résolution de cette problématique que l'ONG Ahmed et ses partenaires lancent des projets de redynamisation des commissions foncières locales dans les régions de Ségou, San, Badjangara, Mopti et Douanza. Théophile Dambélé, représentant régional de Ahmed à Ségou. Projet action concertée autour d'une gestion durable du foncier agricole à travers la dynamisation des commissions foncières communales et villageoises pour une durée de 18 mois. Le second projet, le projet d'appui à la cohésion sociale à travers la dynamisation des commissions foncières villageoises et communales pour une durée de 1 année. Ces deux projets sont financés par le PNUD, la MINUSMA et le Royaume des Pays-Bas pour un coût d'environ 600 millions de francs CFA. Ils couvrent respectivement 244 villages et 11 cercles dans les régions bénéficiaires. Emmanuel Diarra, porte-parole des partenaires techniques et financiers. Le problème foncier est vraiment un problème source de beaucoup de conflits dans nos différentes localités. Et accompagner un tel programme permettra vraiment d'alléger les sources de conflits au sein de nos différentes communautés. Mamadou Traoré, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Ségou. Il me plaît de remercier l'ONG Ahmed et ses partenaires financiers pour tout l'accompagnement technique auprès des bénéficiaires et pour avoir accompagné le gouvernement dans sa vision de gestion durable et apaisée du foncier agricole afin que les populations soient moins vulnérables. Les phases 2 de ces projets s'inscrivent dans le cadre de la prévention et la gestion des conflits liés au foncier agricole à travers les commissions foncières redynamisées. Ségou Fousseini Samake et Bakary Traoré pour l'ORTM. Démarrage à Gao des travaux des ateliers d'échange sur les difficultés de mobilisation des ressources du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales, la mission de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. Les acteurs au développement des collectivités des cercles d'Ansongo, Al-Moustras, Bourem et Gao prennent part à la rencontre. Le point avec Agali Ag Agissa. L'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, ANCT, est créée pour promouvoir la politique de décentralisation au Mali. C'est dans ce cadre que la Direction régionale d'investissement des collectivités a initié cet atelier à l'intention des acteurs de la région de Gao. Il s'agit d'échanger sur les difficultés qui minent la mobilisation des ressources allouées au Fonds national d'appui aux collectivités territoriales. Mamadou Lamine Traoré, directeur régional de l'ANCT de Gao. Parmi ces difficultés, on peut citer la faiblesse de la maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales qui provoque le plus souvent des retards dans la mobilisation des ressources. Les ressources effectives transférées par l'ANCT au niveau des trésoreries et perceptions ne sont toujours pas payées dans des délais convenables. La non-transmission des pièces justificatives des dépenses tranches payées par la clôture des conventions de financement et des protocoles de suivi dans les procédures. Les retards dans la livraison des projets. Quant au directeur du cabinet du gouverneur de Gao, il a invité les participants à plus d'assiduité afin de recenser les difficultés du moment. Agali Ag Inamoud, directeur du cabinet du gouverneur de Gao. Je demande et surtout aux maires et aux présidents des conseils intérimaires et collèges transitoires des cercles d'être très attentifs lors des différentes présentations afin de bien maîtriser vraiment les processus de mobilisation des droits de tirage au point de vue de vos populations respectives. Mise en place par le gouvernement du Mali il y a plus de 20 ans, l'ANCT reçoit et alloue aux collectivités des subventions pour leur développement. L'atelier d'un jour a regroupé les acteurs au développement des collectivités des cercles d'Ansongo, Al-Moustrat, Bouram et Gao. Gao, Agali Ag Agissa,
Alassane Ahmadou Traoré pour leur thème. Chronique culture et société. Et oui, nous sommes en période de récolte et nous parlons d'un élément important de l'univers fascinant de Dogon. Il s'agit du patrimoine architectural qu'est le grenier. Il est dit mâle ou femelle selon l'utilisation et est symbole de l'autosuffisance alimentaire. Le grenier de Dogon, c'est le sujet de la chronique, une réalisation de Cheikh Omar Sankari. Les Dogons habitent généralement un territoire rocheux et montagneux. Leur installation dans cette région inhospitalière se justifie par une volonté de prendre des positions plus défendables face aux razzias et guerres de l'époque. L'architecture se caractérise par des structures en briques de banco remarquablement empilées en position verticale sur des falaises. Dans cet impressionnant paysage, les cases coiffées de paille sont des greniers et il y en a plusieurs sortes. Hamadoun Kassougé, traditionnaliste Dogon. Il y a un grenier que l'on appelle le Gouyoton, qui est un grand grenier où le patriarche peut résider. Ça, c'est un habitat. Les structures des greniers sont soulevées du sol pour les protéger des termites et des rongeurs. Le grenier femelle a une seule fenêtre et les femmes y gardent des objets comme des calebasses, des bijoux, des vêtements, des poteries et autres produits alimentaires. Hamadoun Kassougé, traditionnaliste Dogon. Le grenier femelle qui appartient à la femme, l'arachide c'est elle, le sésame c'est elle, l'oseille pour faire les condiments c'est elle, le gombo c'est elle, les pois chiches c'est elle. Et pour faire les petits plats, on avait besoin de ça, de ceci, de cela. Les noix de karité c'est elle. Et tout ça, il fallait les conserver. Il faut des compartiments. Et c'est tous ces éléments-là qui avaient leur compartiment dans le grenier femelle. Et après ça, il y avait là où on peut garder les bijoux. Et ça aussi avait son comportement particulier. Et ça, c'était aussi dans le grenier femelle. Si les hommes ne sont pas autorisés à entrer dans ces greniers femelles, ils sont les principaux utilisateurs d'un autre plus grand de taille qui sert de stockage des céréales. Ces greniers dits mâles a généralement 3 fenêtres et c'est à partir de la fenêtre d'en haut, un peu plus large, qu'on y dépose des épis après les récoltes. Les 2 autres fenêtres en bas permettent aux hommes de servir les femmes en céréales pour les repas de la journée. Pour des préoccupations économiques, ces fenêtres sont faites expressément petites pour ne pas facilement sortir beaucoup d'épis à la fois. C'est pour garder juste le céréal ou les épis de mil. On donne à la femme des poignées d'épis de mil et c'est elle qui part enlever, extraire les graines de mil et en faire du tout. Et ces épis de mil étaient gardés dans le grenier mâle. Et puis on avait mis là-dedans, on a empilé là-dedans toute la récolte de l'année. Et souvent, la richesse ou la fortune d'une famille était jugée en fonction du nombre de greniers où on garde les épices. Celui qui achète du mil ou bien du riz au marché pour venir préparer dans sa famille, on le considérait comme l'incarnation de la paresse. Et la personne ne pourrait jamais aller demander la main d'une fille pour son garçon, pour sa progéniture. Non, ça ne se faisait pas. Oui, l'actualité des sports, c'est avec Famoul Djourté. Bonjour. Bonjour Mohamed Diarra. Nous commençons par le football. Le Djoliba AC et l'AS Real se croisent ce samedi à la faveur de la Super Coupe du Mali. Et ce sera le départ de la saison footballistique du Mali au stade Moribo Keïta à partir de 16h. Le Djoliba AC, champion du Mali et détenteur de la Coupe nationale, affronte l'AS Real, la finaliste de la Coupe du Mali. L'occasion pour les Scorpions de prendre leur revanche. Le Djoliba avait battu l'AS Real 2-0 en finale de la Coupe du Mali, mais les 2 formations s'étaient neutralisées lors du championnat national de Ligue 1 0-0 à l'aller et au retour. En compétition africaine des clubs, les 2 équipes ont passé le cap des préliminaires avec des fortunes diverses. En Ligue des Champions, le Djoliba a atomisé le Deportivo Mongomo 5-0 à domicile après avoir perdu la manche aller 2-0. Quant à l'AS Real, en Coupe de la Confédération, elle a dû passer par les tirs au but 3-1 pour éliminer l'AS Douane du Burkina Faso après une double confrontation nulle et vierge. Ce samedi, le Djoliba AC et l'AS Real tenteront de gagner la Super Coupe du Mali pour se donner un bon moral pour la manche aller du 2e tour des Coupes africaines prévues le week-end prochain. Et qui sont les arbitres de cette rencontre?
Eh bien, les arbitres, il s'agit de Mamadou Keïta, Fanta Ikone, Mamadou Traoré et Souri Ibrahim Keïta. D'ailleurs, ces arbitres faisaient partie des 32 arbitres d'élite du Mali qui étaient en stage de formation. Et parmi les 32 arbitres, 31 ont validé le test physique, soit un taux de réussite de 95%. Les 32 arbitres d'élite maliens ont pris connaissance des modifications et ou clarifications apportées aux lois du jeu. Beaucoup de thèmes ont été évoqués, notamment le hors-jeu, le challenge, les incidents dans la surface de réparation, la faute des mains, la faute tactique, le positionnement et la maîtrise du jeu, mais aussi la gestion du match. 5 lois ont subi des modifications et ou clarifications. Il s'agit des lois numéro 3, joueurs, numéro 8, coup d'envoi et reprise du jeu, numéro 10, issue des matchs, numéro 12, faute et incorrection et numéro 14, penalty. L'amendement temporaire à la loi qui consistait à faire 5 remplacements en 3 temps fait désormais partie des lois du jeu. Il faut noter que ces modifications et ou clarifications sont rentrées en vigueur depuis le 1er juillet dernier. Des précisions qui nous ont été fournies par des instructeurs internationaux, notamment Ibrahim Aboubakrine Aïdra. Et pour vous répondre par rapport à la Super Coupe du Mali d'aujourd'hui entre le Djolobass et l'AS Real, je vous le disais, c'est bien sûr des arbitres d'élite qui vont diriger la rencontre. Il s'agit de Mahamadou Keïta, Fanta Ikone, Mahamadou Traoré et Souri Ibrahim Keïta. L'équipe nationale locale de football connaîtra ce soir ses adversaires en poule pour le CHAN à 2023. Et ce sera à l'issue du tirage au sort prévu ce samedi dans la capitale algérienne. Pour la première fois, 18 équipes prennent part à la compétition prévue du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. Le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, les membres du comité exécutif de la CAF, les membres du gouvernement algérien et d'autres personnalités du football africain sont également attendus à cette prestigieuse cérémonie. La cérémonie du tirage au sort aura lieu à l'Opéra d'Alger à 18h GMT. L'événement sera diffusé en direct sur les plateformes de la CAF et sur plusieurs chaînes de télévision en Afrique et au-delà. Avant de changer de discipline, on parle donc de cette décision du TAS, le tribunal arbitral du sport, qui a donné raison au CS Cheba dans son litige avec la Fédération tunisienne de football. Oui, le CS Cheba évoluera bien en Ligue 1 tunisienne pour la nouvelle saison. Pour rappel, le CS Cheba avait décidé de saisir la juridiction sportive afin de faire appel de la décision du comité d'appel de la Fédération tunisienne d'entériner le résultat du match ayant opposé le club africain au CS Cheba le 13 avril dernier, alors que le club africain menait par 1-0. Le match interrompu par l'éruption sur la pelouse du président clubiste alors suspendu. La rencontre n'avait alors pas donné lieu à une défaite sur tapis vert comme le prévoit le règlement. Si tel avait été le cas, le club plaignant n'aurait pas été relégué. Alors ce vendredi, le tribunal arbitral du sport TAS, saisi par les dirigeants du CS Cheba, leur a donné raison et a donné la réintégration et a ordonné la réintégration, j'y arrive, de leur équipe en Ligue 1 tunisienne. Le comité directeur du club chébien a publié la nouvelle sur sa page officielle Facebook. Basketball, Bassala Aïdra rempile à la tête de la Ligue du district de Bamako. Il a été réélu ce vendredi 30 septembre à la tête de la Ligue de basketball du district de Bamako à la faveur du conseil régional électif qui s'est déroulé dans la salle de conférence du Palais de la Culture. Les assises étaient présidées par le représentant de la direction régionale de la jeunesse et des sports du district de Bamako, Demba Dansoko, en présence du vice-président de la Fédération malienne de basketball, Mamadou Famanta. Ils étaient deux candidats en lice, Bassala Aïdra et Abdoulaye Doukansé. Après l'élection des 6 districts, Bassala Aïdra rempile avec 4 voix contre 2 pour son adversaire. Ainsi, Bassala succède à lui-même pour un nouveau mandat de 4 ans. Et juste après l'Assemblée, le nouveau patron de la Ligue du district de basketball de Bamako dira « Nous plaçons ce deuxième mandat sous le signe de la continuité avec un thème, la paix et la réconciliation des acteurs de la balle au panier ». Ainsi, la nouvelle équipe du district de basketball de Bamako, composée de 15 membres, dont notre confrère Seibou Kamisogo, président de la commission communication et médias. Cela s'appelle le fair play. Les aigles cyclistes se sont envolés hier vendredi pour la 22e édition du Grand Prix Chantal Biya. C'est bien au Cameroun. Oui, ils sont 5 aigles maliens sélectionnés par la Fédération malienne de cyclisme pour être au rendez-vous du Grand Prix Chantal Biya. Il s'agit du capitaine Yaya Diallo Dibo, du champion en titre Moussa Togoladi Moussa Blé, du maillot jaune du Tour du Mali 2020 Isiaka Koulibaly Didjine Blé, de Youssouf Mariko et Djantouba Diallo sous la supervision du directeur sportif Abdoul Diabaté. C'est une équipe complète composée de sprinters, de grimpeurs et de rouleurs qui devrait nous ramener le maillot jaune. Cette participation malienne
est rendu possible grâce à l'engagement de la Fédération malienne de cyclisme et le ministère des Sports. Le Grand Prix cyclisme Chantal Biya, l'épouse du président du Cameroun Paul Biya, c'est du 30 septembre au 10 octobre. Merci bien Famoul Djourté, 9h20. C'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alimata Ouattara pour la mise en onde. Réalisation, coordination Ousmane Daou. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdul Aziz Koulibaly. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Au revoir.